Alberto Toscano est un journaliste italien qui travaille à Paris depuis presque 30 ans. Il a été correspondant de plusieurs journaux italiens, il a collaboré à plusieurs journaux français, il est présent sur les radios, sur les télévisions depuis plusieurs années. Il a écrit plusieurs livres consacrés à la France, à l'Italie et même aux relations entre ces deux pays. Son dernier ouvrage, c'est un livre qui s'intitule Sacré italien. Alors, comment est né ce dernier livre? Comme ça arrive souvent, l'idée n'a pas été la mienne, j'avoue. C'est une idée de la maison d'édition qui, après mon livre de la critique amoureuse, sur la critique amoureuse des Françaises, c'est le titre, Critique amoureuse des Français, m'a proposé de faire une chose plus ou moins analogue au sujet de mon propre pays. Et en le faisant, j'ai découvert une chose tout à fait évidente, je crois, sur laquelle je n'avais pas réfléchi. Il est beaucoup plus facile de faire de l'ironie sur les autres que sur soi-même. Et donc, ce livre sur le peuple italien est un livre, parfois, je pense, critique, mais avec une terrible tendresse de fond, je crois. Donc là aussi, il s'agit d'une critique amoureuse. Plus amoureuse que l'autre. Plus amoureuse que l'autre, parce que évidemment, quand on aime bien, on châtie bien. Donc, certaines fois... Cependant, moi, en lisant votre livre, je sais pas, j'ai eu une impression différente. L'impression que j'ai eue, moi, c'est que vous avez peut-être de l'affection pour l'Italie, même sûrement, mais votre livre en donne une image terriblement négative. Il y a très très peu de choses positives dans ce que vous dites sur l'Italie. Peut-être que moi je le lis mal, mais je crois que sans doute c'était pas mon intention d'être terriblement négatif. C'est au lecteur de juger. Non, c'est on peut dire que ce sont les faits, parce que tous les faits que vous énumérez, ce n'est pas votre interprétation, mais ils sont objectivement négatifs. Enfin, il y a la mafia, la corruption, le désastre industriel, enfin tout ça. Mais... Ça, c'est objectif. En même temps, j'ai choisi 4 exemples, j'ai fait 4 paragraphes au sujet de 4 histoires à succès de l'économie italienne, terriblement oubliées. Ben oui. Injustement oubliées, parce que si on dit, même un étudiant universitaire aujourd'hui, qui était Adriano Olivetti, il ne sait rien. Adriano Olivetti était un exemple magnifique d'un entrepreneur avec des motivations de haut niveau social. En plus, je fais la Vespa. Avec cette publicité qui Vespa mangia le mele, j'imaginais pas qu'un président de la République française m'aurait pris à la lettre en utilisant la Vespa pour croquer des pommes dans le sens biblique du terme. Croquer le fruit défendu. Le fruit défendu. Oui. Et puis, il est vrai qu'il y a aussi, là j'ai la table de matière sous les yeux, il y a la belle histoire de Giulietta, pas Juliette et Roméo, mais Giulietta et Alfa Romeo. Oui, avec ce moment terrible de la relation franco-italienne, qui a été, pour ceux qui regardent les voitures, le salon de l'auto de l'année 1946, quand Pininfarina, père et fils, arrivent à Paris, et ils sont même empêchés d'exposer leurs produits au salon de l'auto de Paris, qui se déroulait au Grand Palais, parce que l'Italie était considérée comme un ennemi, comme un objet d'une violence de la part. Mais jusque... oui, il y avait eu le coup de poignard dans le dos. Oui, le coup de poignard c'est-à-dire dans le dos. la déclaration de guerre
Après que les Allemands avaient déjà envahi la France. Bien sûr, bien sûr. Et ça, les Français ne l'ont pas voulu. Encore maintenant, n'est-ce pas? Si, les Français, comme tous les peuples, ont la mauvaise habitude de voir l'histoire de façon un peu chaude, parfois superficielle. S'il y a eu le coup de poignard de la dos, c'est qu'il y avait eu le fascisme. Et dans la naissance du fascisme, c'est une chose que personne ne dit, hein, mais la France a eu une responsabilité non négligeable, parce que le fascisme est fils de l'entrée en guerre de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, et qui a fait en sorte... Aujourd'hui, on utilise le mot corrompu, mais nous, on est des gentils garçons, on ne l'utilise pas. Mais qui a poussé, moyennant de l'argent, Benito Mussolini à devenir interventiste et à pousser pour l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, qui a tout fait pour entraîner en 1915 l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Alors tout se tient dans l'histoire. Et si on isole un seul élément, et on dit on se venge pour ça, oui, il y a eu le coup de poignard dans le dos du 10 juin 1940. Mais en même temps, c'est vrai aussi que les Français de 1946, donc de l'époque que vous avez évoquée tout à l'heure, souhaitaient faire oublier la terrible défaite de 1940. Ouais. Et donc voulaient apparaître comme des pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, alors que nous savons tous que la Deuxième Guerre mondiale a été fondamentalement gagnée par les Anglo-Américains et par l'Union soviétique. Ça, c'est la pure vérité historique. Paolo, Michele et Paolo, et si on va, mais on parle peu de la France, plus de l'Italie, mais juste cette petite parenthèse, si on va aujourd'hui voir le monument au général de Gaulle sur les Champs-Élysées, au métro Clemenceau, on voit la phrase ce peuple qui depuis 2000 ans, je résume, illumine le monde. Donc il y a cette interprétation gaullienne de l'histoire, comme quoi la gloire nationale justifie le mensonge historique. Oui. Alors, si on regarde l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, du point de vue allemand surtout, mais aussi italien et japonais, on voit un énorme effort de vérité. Parfois, coûté cher. Parce que, par contre, et c'est l'extrême opposé, du point de vue français, il y a un effort de maquillage de l'histoire. Aujourd'hui, je crois que les pays qui ont fait l'effort de vérité et de repentance ont des atouts supérieurs à ceux qui ont passé leur temps à maquiller leur propre histoire nationale. Voilà, tout cela n'empêche que vous avez des relations privilégiées avec la presse française, et notamment avec une journaliste que je connais bien, Marcelle Padovani, laquelle est correspondante à Rome du Nouvel Observateur depuis plusieurs années, et qui a été la compagne ou peut-être l'épouse d'un syndicaliste italien très connu, Bruno Trentin. Et donc, elle s'est penchée sur votre livre pour vous écrire une lettre qui est affectueuse et critique en même temps. Elle apprécie la qualité de votre ouvrage. En même temps, elle vous reproche, avec le sourire, d'être devenu un peu trop français, c'est-à-dire d'avoir choisi l'optique française d'une manière même un peu excessive. Qu'est-ce que vous répondez à cette remarque? Que peut-être elle a raison, c'est-à-dire les critiques, on a tous besoin de critiques, surtout quand on se concentre pour écrire un livre. Quand une personne qui est à la retraite, comme c'est mon cas, choisi de passer sa retraite en écrivant des livres, en essayant de réfléchir plutôt qu'en allant à la pêche, aussi parce que j'aime moyennement le poisson. Et évidemment, cette personne prend le risque d'écrire des choses qui provoquent des critiques, mais ce n'est pas un risque, c'est une chose excellente. Peut-être que Marcelle Padovani a raison. Et ça n'enlève rien au plaisir immense que j'ai eu en découvrant sa lettre sur le site internet du Nouvel Observateur. Et
la chose que j'ai remarqué, moi, dans la réponse que je lui ai écrite, sur les colonnes du quotidien Italia Oggi, est que, bien sûr, il y a quelqu'un qui choisit, on est tous les trois à Paris depuis plusieurs décennies, dans le cas de Paolo, Dans le cas de Paolo, qui est le doyen des journalistes italiens à Paris, depuis avant sa naissance, depuis siècle. Et donc, évidemment, il y a le risque qu'on soit conditionné par l'environnement où on se trouve à vivre, à travailler, à avoir nos amitiés et nos activités. Ceci dit, ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui. Donc, qu'on fasse un effort de dialogue là-dessus, c'est, à mon avis, une excellente chose, mais ça vaut pour moi à Paris, ça vaut, si le raisonnement est juste, ça vaut aussi pour Marcel Padovani à Rome. Bien sûr. Marcel Padovani écrit une chose que je trouve curieuse, c'est-à-dire elle écrit que souvent les Italiens d'aujourd'hui surestiment la France et qu'elle est même un peu embarrassée parfois face à des éloges qui ne seraient pas complètement mérités. Peut-être. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'Italiens qui, par contre, sont extrêmement anglophiles, qui adorent le monde anglo-saxon au-delà. Et bizarrement, beaucoup de ces Italiens anglophiles viennent de l'ancien Parti communiste. Je pense, pour faire un exemple parmi les nombreux qu'on peut faire, à mon ami Antonio Caprari, qui a été correspondant pour la RAI à Londres et à Paris, et qui a écrit 2 livres, un sur l'Angleterre et un sur la France, en détestant la France et en adulant la Grande-Bretagne. C'est vrai. Donc il y a, je voudrais bien que les Italiens aiment et surtout comprennent la France un peu plus de ce qui est la réalité. Il y a un autre exemple qu'on pourrait citer, qui est encore plus spectaculaire, c'est que notre président actuel, Giorgio Napolitano, ancien communiste, eh bien lui, c'est vraiment marqué sa préférence pour l'Angleterre et surtout les États-Unis, ne serait-ce que la France. Exactement. Et la langue anglaise. Oui. Et Gianni Agnelli parlait le français de façon parfaite, mais avec un accent américain. Oui, c'est ça. Et donc, il y a dans la classe dirigeante italienne cette habitude à voir à Londres le centre de la civilisation et aux États-Unis le centre de l'avenir, l'étoile polaire pour l'avenir. Et à sous-estimer par contre, Giulio Andreotti parlait un français absolument parfait, et il était parfaitement bilingue. Les politiques d'aujourd'hui, c'est un horloge très écologique qui chante quand il veut, en faisant les bruits des oiseaux. Il faut rappeler que nous sommes dans l'appartement d'Alberto Toscano. Nous sommes chez lui. Il nous a reçus très gentiment. Matteo Renzi utilise l'expression « Job Act ». Quand elle doit parler du plan du travail. Mais bon Dieu, mais est-ce qu'on peut utiliser la langue italienne? Alors, aujourd'hui, le français est parlé par peu de dirigeants italiens. Il était parlé très bien par Enrico Letta, il avait étudié à Strasbourg. Donc, mais en général, aujourd'hui, on parle mal le français et immédiatement on s'oriente sur l'anglais. Je comprends fort bien qu'aujourd'hui la langue anglaise soit importante, mais la classe dirigeante italienne actuelle n'est malheureusement pas orientée sur les lignes, sur les critères dont Marcel Padovani parle. Je voudrais bien qu'elle ait raison, mais je ne suis pas sûr. Il y a peut-être une explication à ce phénomène que vous avez évoqué, c'est-à-dire la fascination que le monde anglo-saxon exerce sur les anciens communistes. C'est peut-être parce que, étant convertis de fraîche date à la démocratie, ils regardent vers les pays qui, d'une façon ou d'une autre, incarnent plus la démocratie, beaucoup plus l'Angleterre ou les États-Unis que la France, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je pense que le Parti communiste italien a été
dans sa dynamique antérieure un parti démocratique à partir au moins des années 70. Et que l'après 68 a eu pour le Parti communiste italien un développement dans le bon sens, celui du débat et de la réduction de ce qu'on appelait centralisme démocratique. Oui, vous en parlez dans votre... Voilà, ceci dit, évidemment, la redécouverte de l'Occident, ça existait partout. Hein. La redécouverte de l'Occident et de ses valeurs, même si certaines, une grande partie des communistes italiens connaissaient et partageaient ces valeurs, mais disons, cette redécouverte de l'Occident était automatiquement la redécouverte du parti, du pays clé de l'Occident. Donc, tout ce processus de conversion idéologique ou psychologique privilégiait forcément le pays locomotive de l'Occident, donc forcément la culture américaine. Nous avons proposé aux visiteurs de notre site tout récemment un entretien avec Jacqueline Risset, que vous connaissez assurément, et qui est peut-être dans le panorama des lettres françaises la meilleure spécialiste de la littérature italienne et notamment de Dante Alighieri. Voilà. Alors, je lui ai demandé, mais quel est l'élément qui vous a poussé vers l'Italie? Pourquoi vous êtes tombée amoureuse de l'Italie quand vous aviez 20 ans? Et elle m'a dit que parmi ces éléments, il y avait aussi le Parti communiste italien, qui était un exemple par rapport au Parti communiste français, était un exemple d'ouverture culturelle, d'esprit démocratique et d'esprit, disons, pas trop, je ne dirais pas non philo-soviétique, mais de toute manière, pas aussi philo-soviétique comme c'était le cas du Parti français. Non, sans doute c'était un esprit d'indépendance et surtout de raisonnement. Et ça a été déjà avec Togliatti, enfin. Je ne crois pas que le Parti communiste français aurait fait la svolta di Salerno en 1944. La svolta di Salerno, c'est le discours de Togliatti par lequel il accepte de mettre en jeu même l'idée de République. Il accepte tout d'abord de faire le compromis pour faire un gouvernement de coalition dans un contexte qui est encore monarchique, de ne pas poser l'a priori du passage républicain et de risquer qu'au référendum, la monarchie gagne au détriment de la République. Donc, d'effacer certains a priori pour entrer dans le jeu démocratique. Mais ça, c'est, dans ce livre, j'essaie de parler un chapitre sur le terrorisme, chapitre sanglant pour nous Italiens, dans tous les sens du terme, et dont l'une des raisons à la base du phénomène des Brigades Rouges est l'idée de la résistance trahie. Et dans une partie de la gauche qui s'était identifiée dans les années 40 et 50 dans le personnage emblématique de Pietro Secchia, il y avait cette idée que les armes de la résistance doivent être utilisées un jour pour faire la révolution. Et d'ailleurs, d'une façon comique, mais pas inintelligente, hein, on parle de ça dans le film de Don Camillo et Peppone, quand Don Camillo et Peppone vont ensemble. Don Peppone, chef communiste local, avec l'aide du curé, va détruire un char, un tank, que Peppone avait gardé, que les communistes locaux avaient, on ne sait jamais, avaient gardé dans un grenier pendant des années. Donc, cette idée de la résistance, mais a été un tournant, et le Parti communiste français aussi s'est intégré dans le jeu démocratique, bien sûr. Mais le Parti communiste italien l'a fait dans une perspective de développement démocratique et d'indépendance, tandis que la dépendance par rapport à Moscou des communistes français a été toujours très forte. D'ailleurs, la preuve est que le Parti communiste italien a changé de nom et s'est intégré dans un parti aujourd'hui travailliste de la famille de centre-gauche, tandis que le Parti communiste français continue à s'appeler Parti communiste français avec les résultats qu'on connaît. Cette idée de la résistance trahie
fait partie d'une lignée de concepts qui sont récurrents dans la culture politique italienne. Il suffit de penser à l'attitude au moment du Risorgimento consistant à reprocher aux Italiens de cette époque-là de ne pas être à la hauteur de la grandeur de la Rome ancienne ou de la Renaissance. Et puis, tout au cours de l'histoire italienne, il y a la victoire mutilée, par exemple, qui a été un sujet après la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est un mécanisme conceptuel qui est récurrent dans l'histoire italienne, c'est-à-dire l'idée de reprocher aux contemporains de ne pas être capables de poursuivre l'effort de leurs prédécesseurs dans la meilleure direction. Exactement, exactement. Et on l'a vu aussi dans toute une série de polémiques qu'il y a eu au moment de la présence de Berlusconi au gouvernement. Et quand on dit les Italiens d'aujourd'hui sont vulgaires, ils ne sont pas dignes de la Renaissance, alors on peut critiquer tant qu'on veut Berlusconi, heureusement, et on a souvent envie de le faire, heureusement, mais on ne peut pas utiliser ça pour camoufler l'histoire, pour maquiller l'histoire. Bien sûr. Si Berlusconi est le fils de ce pays, et le fils des problèmes de ce pays, l'Italie, pays enrichi, qui a une grande envie de se mettre dans les mains de l'homme du destin, l'Italie, pays agricole, paysan. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie était l'un des pays plus paysans d'Europe. Le nombre des employés de l'industrie a dépassé celui des employés de l'agriculture en Grande-Bretagne en 1841, en Italie en 1961. 120 ans de différence. Plus d'un siècle. Cette Italie paysan et en même temps avec le mythe de devenir des paysans enrichis a des problèmes culturels. Si Pier Paolo Pasolini, à sa façon, détestait le monde industriel, l'industrialisation, et a adoré aller à la recherche de la vieille culture paysanne historiquement dépassée, c'était pour lui, je pense, une façon d'amener jusqu'à l'extrême ce type de mentalité, et les articles mal compris, mal interprétés, qui lui ont provoqué des polémiques énormes. On ne se souvient pas. On se souvient très bien, en 1974. Hein? L'article « Je suis contre l'école, la scuola media unica hein? ». Le collège unique. Le collège unique, qui était la conquête numéro 1 du centre-gauche italien des années 60. Hein? Donc cette opposition, comme quoi, si le paysan devient petit bourgeois, pour faire court, il trahit les valeurs d'un monde paysan sans trouver des valeurs progressistes du monde industriel. Ce concept est à la base même du berlusconisme. Le berlusconisme est fils de cette culture petite bourgeoise opportuniste, mais on ne liquide pas. On ne doit pas liquider tout ça en disant Berlusconi a gagné à cause de la télévision. Non, Berlusconi a gagné à cause des défauts du peuple italien et des tripes du peuple. Il a gagné parce que les gens ont voté pour lui. C'est ça, voilà. Donc, il est inutile de dire il y avait l'Europe de la Renaissance, l'Italie de la Renaissance, et aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes tombé en bas, comme c'est écrit dans d'autres livres qui expliquent l'Italie aux Français. Je crois qu'on pourrait dire, peut-être comme conclusion, qu'il y a dans votre livre, Alberto, une dimension pédagogique, parce que moi j'ai entendu quelques personnes, des Français, qui avaient lu votre livre et qui disaient, oui, on avait une connaissance de l'Italie, mais assez approximative et superficielle, et le livre d'Alberto a remis un peu le pendule à l'heure. Il nous a donné plein d'éléments, n'est-ce pas, pour mieux comprendre l'Italie et pour... vraiment, il y a une somme, n'est-ce pas Voilà, ça c'est une bonne conclusion, je pense. Donc c'est un livre intéressant. C'est un beau cadeau de me dire ça. Un livre intéressant, discutable, comme il est normal, qui s'intitule, je le rappelle, Sacré Italien. Donc un livre
que nous conseillons. Merci beaucoup. Je me permets de rajouter cette petite chose. Systématiquement, je suis suivi des références cinématographiques. Oui. Parce qu'à mon avis, pour l'histoire italienne, tout d'abord, à mon avis, le cinéma italien est la clé pour connaître le pays, tandis que le cinéma français n'est pas la clé pour connaître le pays. Pas parce que le cinéma l'un soit meilleur que l'autre, ils sont différents. Le cinéma italien est profondément autocritique. Le cinéma français, dans sa base, répond toujours à la même philosophie de la grandeur nationale. Donc, le cinéma italien, dans certains films, La Grande Guerra, plutôt que Uomini contro, plutôt que pour arriver au Generale della Rovere, même des films de la comédie italienne comme Il Vigile di Alberto Sorte ou Un Americano a Roma di Alberto Sorte sont des films profondément instructifs. Alors, pour comprendre l'Italie, Piccolo Piccolo. Voilà, cette merveille exemplaire dont le scénario est écrit par le regretté Vincenzo Cerami, qui a vécu longtemps à Paris. Donc, pour comprendre l'Italie, n'allez pas à Sciences Po, allez au cinéma. Voilà. Grazie Alberto. Grazie Alberto.